Maître Laurent Inker est avocat à Strasbourg depuis 1971 et professeur associé des universités. Il est un spécialiste reconnu en droit communautaire et européen dans le domaine des droits de l'homme, en droit des personnes et de la famille et en droit pénal. Il est l'auteur de Sectes, rumeurs et tribunaux aux éditions La Nuée Bleue, ouvrage écrit suite à des affaires qui l'ont confronté à des militants de la lutte anti-secte. Au cours de son intervention, il décrit le contexte juridique du débat qui entoure les minorités spirituelles et fait part de son expérience de terrain. Bonjour. Alors, je me présente, mon nom est Laurent Inker, je suis avocat, j'enseigne également à l'université à Strasbourg, plus spécifiquement en sociologie juridique. Et puis je suis un militant des droits de l'homme puisque depuis l'âge de 20 ans, j'ai fait plusieurs missions, notamment pour Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme, au Maroc, dans les pays d'Europe centrale où les libertés étaient opprimées. Récemment, j'étais à Dachau pendant ces vacances, incidemment parce que je passais par Munich et je ne savais pas que Dachau était à 20 minutes de Munich en métro. Et puis, j'ai découvert dans une exposition extraordinaire d'ailleurs, dans ce lieu de mémoire, qu'outre les tziganes, les juifs, les opposants politiques, dès 1933, il y avait les témoins de Jéhovah qui étaient internés là-bas et dont pas mal sont morts dans ce camp. Moi, c'est dans ce contexte-là, moi je vous parle du lieu de ma pratique professionnelle, que j'étais amené à m'intéresser à ce combat, parce que comme tout avocat, on a des mandats et lorsque les écoles Steiner et le mouvement des anthroposophes, bien connus en Alsace, bien connus en Allemagne, bien connus en Suisse, bien connus dans les pays scandinaves, sont venus en 99 en disant « Écoutez, il paraît que nous sommes une secte, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Les bras m'en sont tombés, comme d'ailleurs à beaucoup d'autres. Et nous avons commencé à entamer une procédure, parce que comme vous le dites, il n'y a pas grand-chose à faire sur le plan politique pour le moment, donc il reste le combat juridique, et là on se rend très vite compte aussi qu'il n'y a pas grand-chose à faire non plus, si ce n'est d'attaquer au niveau de la diffamation. Et nous avons eu la grande chance que M. Guillard, qui était le rapporteur de la deuxième commission en 1999 sur les sectes et l'argent, ait déclaré dans une interview à la télévision, je crois que c'était sur Antenne 2, il a parlé des anthroposophes en disant que c'était une secte dangereuse, enfin qu'ils faisaient tout et n'importe quoi. Et nous avons donc pu attaquer sur cette base-là, parce que théoriquement, évidemment, les rapports parlementaires, eux, on ne peut pas les attaquer. Et on a pu attaquer, et nous avons réussi devant la 17e chambre correctionnelle de Paris à faire condamner M. Guillard pour les propos diffamatoires qu'il avait tenus, ce qui était quand même assez extraordinaire. Et à cette occasion-là, on a notamment découvert comment étaient fabriqués les rapports parlementaires en France, puisque, vous l'avez souligné à l'instant, à la télévision, il n'y a pas de débat contradictoire, mais dans les rapports parlementaires, il n'y en a pas plus, puisque c'est fait de manière totalement inquisitoire, sur la base de rapports de RG, des témoins qui sont entendus de manière anonyme, sans qu'on donne la parole, aux principaux intéressés pour leur dire quand même de quoi s'agit-il, pouvez-vous nous expliquer? Et ceci contrevient également aux recommandations internationales. Donc ça, c'est sur le plan national. Sur le plan international, à Strasbourg, nous avons le Conseil de l'Europe. Il y a quand même 46 pays membres de cette institution. Une Cour européenne des droits de l'homme qui y siège, qui est garant de la liberté d'expression, de pensée et de religion de 800 millions d'Européens et 200 millions d'étrangers qui vivent dans ces pays, donc de près d'1 milliard de personnes en Europe qui vivent dans ces 46 pays. Et le Conseil de l'Europe a toujours dit qu'il ne fallait pas de loi spécifique dans les pays européens, et qu'en tous les cas, s'il y avait des recommandations à faire, c'était d'avoir des lieux d'information, mais des lieux d'information où contradictoirement soient prises en compte les informations données par les principaux intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire les associations qui sont qualifiées de sectes, et que derrière ça, on puisse, le cas échéant, dans un deuxième temps, mettre en place un observatoire européen qui, à ma connaissance, n'a jamais vu le jour, faute de moyens. Évidemment, si tout l'argent qu'on donne, les subventions qu'on donne actuellement à des associations pour lutter contre les sectes et qui dilapident de manière assez extraordinaire, on les donnait pour effectivement mettre en œuvre les recommandations du Conseil de l'Europe et créer un observatoire européen à ce niveau-là, l'argent, me semble-t-il, serait sans doute mieux utilisé. Deuxième procès,
Vous avez parlé des médias. Alors, il y avait, suite à la condamnation que nous avons eue de M. Guillard, je vous rassure tout de suite, la justice n'est pas dupe. En appel, les juges ont botté en touche en disant il s'est quand même exprimé dans le cadre du rapport parlementaire, même si le rapport a été déposé. Et finalement, ils ont dit il y a diffamation, certes, mais enfin, il était de bonne foi. Donc voilà. La collusion entre les magistrats et le politique était évidente, donc la boucle était bouclée, passée, il n'y a rien à voir. Alors pour les médias, il y a une association qui est venue me voir par la suite, qui était la SRCM, la Sri Ramchandra Mission, qui est une association que je ne connaissais pas plus que cela. Cette association aussi avait purement et simplement été cataloguée comme secte. Alors là, c'était assez extraordinaire parce que c'était l'émission de M. De Chavannes, dans une émission de sinistre mémoire qui s'appelait Ciel Montmardi. Bon, depuis, il a récidivé dans d'autres émissions. Et comme vous le dites, contre l'image, il n'y a rien à faire. Hein. L'image, elle est terrifiant. Et en face, nous n'avons que des mots, hein, des mots pour le dire. Et là, M. De Chavannes, évidemment, dans le cadre d'une mise à mort absolument, enfin, une ambiance de corrida, etc. D'ailleurs, entre des images de corrida, me semble-t-il, puisque le même soir, il avait traité plusieurs sujets, dont notamment celui des sectes, fait venir un monsieur qui s'appelle Michel Gilbert, et qui, en pleurant, commence à dire « J'ai plus d'enfants, les sectes m'ont volé mon enfant ». Cette secte-là, en particulier, m'a volé mon enfant. Il raconte toute une histoire. Et in fine, la Sri Ramchandra Mission m'a dit écoutez, on va attaquer. Rebelote, 17e chambre correctionnelle, monsieur Michel Gilbert arrive, on lui dit monsieur, vous avez dit ça, ça et ça, une secte, vous aurez enlevé les enfants, alors quels sont les éléments tangibles que vous avez? En fait, il n'en avait aucun, hein, c'était archi faux, c'était que mensonger. Et derrière nous avions par contre de son ex-femme une décision de justice montrant que c'était un père maltraitant, que ces enfants avaient été confiés par la justice française, par les juges aux affaires familiales à la mère, et que c'est dans ce contexte que les enfants sont partis et ne pouvaient plus voir ce père que dans le cadre d'un point rencontre, comme c'est le cas de tous les enfants maltraitants. Ceci pour vous montrer à quel point aujourd'hui de manipulation et d'instrumentalisation on en est aujourd'hui arrivé en France. Et ce, en toute impunité, parce que ce même Michel Gilbert condamné par la 17e chambre correctionnelle, je vous rappelle que quelqu'un qui est condamné sur le plan pénal est nommé un délinquant, il avait fait appel, ça a été confirmé en cour d'appel, ce même Michel Gilbert a été réentendu par M. Fenech lors de la 3e commission parlementaire sur les enfants, il y a 1 an, et a redit exactement la même chose. Comme quoi, M. Fenech, qui présidait cette fois-ci cette commission, s'en foutait complètement de ce qu'avait fait la 17e chambre en nommant cette personne délinquante, en disant que ce qu'il fait était mensonger, c'était des affubulations, c'était complètement fantasmé. Et on recommence sur un nouveau rapport parlementaire sur les sectes et l'enfant. Voilà ce que j'avais rapidement à vous dire, en sachant que derrière ça, la réflexion, moi, qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'une secte, évidemment, puisque quand j'étais confronté à ça, et comme dit, il n'y a pas de définition juridique, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'une dérive sectaire? Et dans ma contextualisation, aujourd'hui, je suis amené plutôt que de... Parce que c'est des passages obligés pour nous. Hein. Moi, le travail sur ces 2 associations, puis d'autres par la suite, étant terminé. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec une association de lutte contre le harcèlement moral, qui est une problématique et qui concerne les femmes maltraitées, non pas par des violences physiques, mais par des violences psychologiques. Et dans ce cadre-là, on est confronté, essentiellement, c'est des femmes par rapport à des hommes, mais parfois, je vous rassure, ça peut aussi être des hommes par rapport à des femmes. Il y a quelques hommes qui sont victimes de ça. Et on découvre ce qu'on appelle des pervers et des systèmes sectaires au sein des familles, où il y a de véritables dérives sectaires. Ça consiste en quoi, une dérive sectaire, finalement? Et je crois qu'il faudrait élargir le débat. C'est quoi? Si en général, comment ça pourrait fonctionner? C'est des phénomènes de perversion. Hein. Alors c'est plus facile à repérer quand c'est une personne que quand c'est un système, mais ça peut être tout à fait appliqué au système. C'est des personnes qui sont dans la séduction, dans la manipulation, l'instrumentalisation, la projection, ce qu'ils reprochent aux autres, ils le font eux-mêmes, des problèmes énormes dans la rétention par rapport à l'argent et qui, in fine, se posent en victime. Je schématise très rapidement. Vous trouvez ça énormément dans les entreprises, les dérives sectaires. Le harcèlement moral, dans l'entreprise, il y a une loi spécifique depuis que Mme Irigoyen, dans 2 livres célèbres, a mis en exergue ce problème, 2 lois spécifiques qui existent pour combattre ce problème de harcèlement et ces dérives sectaires dans les entreprises.
Nous avons ce problème aujourd'hui dans les familles, énormément, et là, il n'y a aucune loi. Et nous avons des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de personnes en France victimes de cela. Et là, ça mériterait véritablement un rapport parlementaire, que des parlementaires se penchent sur ce problème, parce que pour la violence physique, c'est facile à régler, la violence psychologique, on n'arrive pas à la régler aujourd'hui en France. Et puis c'est vrai que parfois, et j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un dans la salle qui me dit, mais c'est vrai que dans certaines associations qualifiées de sectes, il peut aussi y avoir évidemment des dérives sectaires. Évidemment. Mais c'est tout à fait marginal par rapport à la problématique globale de la dérive sectaire dans notre société aujourd'hui. Voilà, c'est quelques réflexions que je voulais vous donner. J'aurai une dernière peut-être, si on veut contextualiser au-delà du national. Aujourd'hui, je vous parlais de la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai été amené à défendre notamment Erbakan et le parti Refah Partisi en Turquie, qui avait été renversé, qui avait été élu démocratiquement et qui avait été renversé parce qu'on estimait qu'il incarnait la charia, alors que ce n'était que le prédécesseur d'Erdogan, et que Erdogan était déjà dans l'ancien gouvernement de Erbakan et était déjà maire de, je crois, d'Istanbul à l'époque. Donc l'enrobage aujourd'hui est un peu mieux réussi. Alors c'est vrai que le rapport entre religion et secte, on en parlait, on le retrouve communément, et M. Bobro, je pense, ce matin, vous en a parlé, dans les partis démocrates chrétiens en France. La Turquie aujourd'hui qui toque à la porte de l'Union européenne des 27, cette fois-ci c'est plus l'Europe des 46, c'est l'Europe des 27, dit bah oui, nous aimerions venir, et puis on leur dit oui, mais quid de votre rapport de la religion à la démocratie à l'européenne. Est-ce que la charia est compatible avec la démocratie à l'européenne? Et ça renvoie au problème de la laïcité. État laïque par excellence, puisque dans le même ordre d'idées, j'avais à l'époque défendu Madame Cavacci, je crois, qui était élue députée voilée, à qui on avait refusé de prêter serment devant le Parlement, qui a donc dû s'exiler aux États-Unis. Pour vous dire simplement que ce problème de laïcité est un problème très complexe, parce que ces mêmes femmes turques, aujourd'hui en France, peuvent aller voiler dans nos universités en France, qui est un pays laïque, mais ne peuvent pas aller voiler dans une université en Turquie. Revenir sur l'étymologie du mot secte, parce que effectivement, au départ, ce mot n'est absolument pas péjoratif. C'est un terme technique. Dans l'étymologie, c'est carré, comme vous l'avez dit, coupé, c'est le lieu de la rupture par rapport à des schismes. Et alors, il est devenu péjoratif, à connotation péjorative au moment, effectivement, de la rupture des protestants avec le christianisme, où on a employé le mot sectaire. Et c'est à partir de ce moment-là que progressivement il s'est connecté. Et encore récemment, dans le cadre d'un procès en diffamation à Nanterre, les juges ont estimé que de dire de quelqu'un qu'il appartient à une secte n'est pas diffamatoire en soi. Ce qui est diffamatoire, c'est de dire qu'on appartient à une secte dangereuse. Et donc c'est là où on voit, et je reviens au problème que posait tout à l'heure Raphaël Liogier sur le problème de la norme, de la loi et de l'application de la loi par les juges, et c'est vrai, il est regrettable qu'en France on n'ait pas plus de sociologie juridique pour voir comment les lois sont appliquées par les magistrats sur le terrain. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de définition juridique du mot secte, et donc quand on se rapporte aux parlementaires, au rapport comme ça vient d'être dit tout à l'heure dans votre cas d'espèce, mais j'en aurai moi des dizaines à évoquer, c'est quoi les 10 critères? La déstabilisation mentale, je les ai ici. Le caractère exorbitant des exigences financières. La rupture induite avec l'environnement d'origine. L'atteinte à l'intégrité physique. L'embrigadement des enfants. Le discours plus ou moins antisocial. Les troubles à l'ordre public. Oui, tout à fait. Détournement des circuits économiques traditionnels. L'importance des démêlés judiciaires et les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Voilà les 10 critères que la commission parlementaire, dans son très grande intelligence en 1995, a mis en avant pour classer les sectes dites dangereuses. Mais vous regarderez que là-dedans, il n'y a absolument rien qui puisse coïncider avec un problème juridique, si ce n'est l'atteinte à l'intégrité physique, qui était déjà condamnée par ailleurs. Donc on est dans un problème de mise en œuvre de normes non plus juridiques, mais de normes sociales, c'est-à-dire dans des rapports de déviance. Et comme toujours, quand on est dans des rapports de déviance, on en arrive au débat de tout à l'heure, c'est-à-dire entre l'arbitraire et le totalitaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
ou l'autoritaire, qu'à un moment donné, n'importe qui peut décider n'importe quoi, notamment des députés, en disant voilà, ça c'est déviant. Et donc tout le monde peut, à un moment donné, les homosexuels qui ont effectivement également été internés à Dachau, les juifs, les tziganes, les témoins de Jéhovah, tous ces gens-là, à un moment donné, ben, ils sont déviants et donc on va les éliminer purement et simplement après les avoir fichés. Et c'est là que c'est dangereux le fichage. Parce qu'avant l'élimination, on est dans des mouvements de fichage, et comme le pasteur Kunkung vient de le dire, c'est-à-dire le problème de la mise en œuvre des hérétiques, c'est-à-dire que purement et simplement, c'est le fonctionnement du bouc émissaire, c'est-à-dire on va le charger de tous les maux, et grâce à ça, le système va survivre en trouvant des boucs émissaires successifs. Deux petites remarques juste sur la formation des juges ou des avocats, je me mets là-dedans. Actuellement, en France, les sciences humaines, la sociologie juridique, globalement, a complètement déserté les facultés de droit. De mon temps, nous avions la philosophie du droit, nous avions la sociologie du droit. Aujourd'hui, on forme de l'histoire du droit. Aujourd'hui, on forme des techniciens du droit, c'est tout. C'est-à-dire que les juges qui sortent de l'école de la magistrature, et le juge Bourgault, c'est pas exemplaire, c'est ce qui se passe communément, hein, ce sont de parfaits techniciens du droit, mais qui n'ont aucune capacité de discernement dans une intelligence où ils auraient d'autres grilles d'analyse, notamment au regard de la sociologie, de la polémologie, c'est-à-dire la gestion des conflits, enfin tout ce qu'on apprend par ailleurs de la psychologie, hein, dans d'autres facultés que les facultés de droit. Et dernière remarque pour vous consoler, je crois qu'en France, effectivement, l'expert, et c'est là où Mme Katz, c'est vrai, c'est intéressant ce qu'elle écrit, mais ce n'est pas spécifique au problème des sectes. Globalement, en France, nous sommes dans un système où il faut être expert du tribunal pour avoir une légitimité. Et donc, on confond en France la légitimité et la compétence. Alors que dans les pays anglo-saxons, de manière beaucoup plus pragmatique, chacune des parties peut nommer son expert, il y aura un débat contradictoire, même s'ils ne sont pas sur une liste d'experts, c'est-à-dire ce qu'on va juger, c'est la compétence de la personne qui va parler et non pas celle de sa légitimité. De quoi parle-t-on dans la loi Abou-Bakr? De suggestion psychologique. C'est quoi? C'est par définition tout sauf une entité juridique. C'est une notion psychologique par définition même. Alors comment voulez-vous qu'un magistrat qui ne soit formé qu'aux techniques juridiques, comme c'est le cas actuellement, puisse appréhender une notion aussi complexe que la suggestion psychologique, qui d'ailleurs a beaucoup de difficultés à entrer dans les mœurs, hein. On a vu l'arrêt de je crois que c'était Lyon, c'était Saint-Étienne, la Cour de cassation ne se prononce pas. C'est-à-dire que, et heureusement qu'on a échappé à la notion de manipulation mentale qui initialement était en chantier, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne pouvaient pas aller, que c'était impossible à appliquer. Mais il en a pas moins vrai dans ce qu'on appliquait tout à l'heure, dans ce qu'on expliquait, dans ce que je vous disais sur l'harcèlement moral. Mais ce n'est que des définitions par rapport à... C'est que de la conceptualisation psychologique. Donc il est évident qu'aujourd'hui, les magistrats doivent, en tout cas ceux qui sont juges aux affaires familiales, parce qu'on n'en a pas reparlé, mais le divorce, évidemment, ce problème de secte de manière récurrente est instrumentalisé de manière perverse à tout moment. Les juges aux affaires familiaux, les juges pour enfants, un certain nombre de magistrats qui sont confrontés à cette problématique devraient immanquablement être formés pour avoir la capacité de discernement qu'ils n'ont pas actuellement, qu'ils n'ont absolument pas actuellement. Le deuxième point, quoi faire? Alors, personnellement, j'ai participé, quand j'étais jeune avocat, en 1972, venait d'être votée la première loi en France contre le racisme en tant que tel. Et je me souviens, à l'époque, j'étais militant à la Ligue des droits de l'homme, et comment nous faisions constater dans un certain nombre de restaurants à Strasbourg, comment des étrangers, parce qu'ils avaient la peau colorée, on leur refusait de servir tout simplement à boire. Il a fallu, c'est pas le parquet qui poursuivait, c'était les associations de lutte contre le racisme, parce que c'était dans la loi, qui progressivement ont mis en chantier cette lutte contre le racisme. Donc voilà une première discrimination qui, heureusement, aujourd'hui, a quand même reculé un petit peu, même s'il reste encore énormément de choses à faire, évidemment. La deuxième grande lutte qu'il y a eu, quand même, me semble-t-il, ces 20 dernières années, au niveau de la discrimination, c'était la lutte qu'ont enclenchée les homosexuels. Ça a quand même été un chantier extraordinaire, hein, quand on pense à la situation qui existait il y a 30 ans. Hein, aujourd'hui aussi, quand même, il y a eu un progrès considérable, et ça s'est constitué en un lobby que ça fait à telle enseigne que plus personne n'oserait évidemment aller à contre-courant par rapport à ce lobby.
Alors, aujourd'hui, notre combat, moi je dirais, c'est le même. J'ai rencontré le pasteur Kun il y a quelque temps à ce sujet, parce qu'on disait finalement, fondamentalement, c'est quoi ? C'est une discrimination, inscrite en tant que telle, et si bien dans la Constitution, déjà dans la Constitution de 1789, la Déclaration des droits de l'homme, et dans la déclaration de la Cour de la Déclaration des droits de l'homme applicable aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, bien que là, évidemment, si déjà on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau sur un même champ, mais est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à contextualiser l'ensemble des discriminations pour dire finalement, il s'agit de la même chose. Ce n'est pas un débat différent. Historiquement, moi, tel que je l'ai vécu, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui.